Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de 2 heures de marche sur Montagneux TV depuis la Clusaz. Nous sommes sur la terrasse du Bal, un des bars-restaurants très prisés ici dans cette station des Aravis. Et vous avez pu le constater juste derrière moi, le manteau neigeux commence à disparaître tout doucement pour laisser place à la verdure. On commence à voir les fleurs pousser, on commence à sentir quelques odeurs, on entend aussi quelques cloches de vaches. Tant bien, nous parlerons de la fête de la montagne dans le cadre de cette émission. C'est une manifestation qui aura lieu à la toute fin du mois de juin. On parlera également accompagnement en montagne avec Eric David. Il est accompagnateur depuis plusieurs années, aussi bien en hiver qu'en été. Et nous parlerons également théâtre en compagnie de Françoise Slivka. Elle a réinterprété les correspondances de Camille Claudel. Elle viendra nous en parler. C'est tout de suite, c'est dans 2 heures de marche. Nous voici à la Clusaz, depuis l'intérieur du Bal, l'une des places marquantes de la Clusaz, une terrasse qui donne sur l'intégralité du village. Et je vous invite à venir y passer un petit moment. Il y a toujours une ambiance de fête assez exceptionnelle. Et nous avons pour faire la fête aujourd'hui deux charmantes demoiselles. Lorraine, ravi de vous rencontrer, avec un nom comme le vôtre, Cormoran. Je vous attendais plus dans un circuit nautique qu'à la montagne. Oui, mais disons que mon grand-père c'était Vitos, donc ça va. Ah bah ça va. Là on s'en sort bien. À vos côtés Emmanuel Durand. Et toutes les deux, mesdemoiselles, vous êtes à la tête d'une manifestation qui sera la première dans le genre cette année. C'est la fête de la montagne, c'est ça? C'est ça, première J'avais le édition sentiment que la montagne, on la fêtait toute l'année, on la vénérait, on la célébrait. Non, il faut la célébrer en plus, il faut faire une fête. Ouais, il existe déjà en France plusieurs fêtes de la montagne et plein d'événements liés à la montagne. Mais justement, l'idée, c'était de rassembler ces initiatives et d'en créer de nouvelles pour parler une bonne fois pour toutes de la montagne estivale. Parce qu'on parle beaucoup de la montagne en hiver, mais pas beaucoup de la montagne en été. Oui, et il s'y passe plein de choses. Et surtout que c'est des activités qui constituent des enjeux de développement. Et puis, c'est l'occasion aussi de parler positivement sur la montagne. J'imagine. Vous avez créé une association pour ça? Alors, c'est l'association Coordination Montagne qui porte cet événement. Oui. Alors, elle n'a pas été créée simplement pour l'événement, oui. Pour l'événement. Elle a plusieurs objectifs. Elle rassemble différents acteurs professionnels et de loisirs de la montagne. Et un des axes forts de cette association, c'est de développer justement les activités de montagne en milieu pas ou peu aménagé et de communiquer sur ces activités. Donc c'est pour ça que la fête de la montagne constitue vraiment un événement et un enjeu important pour cette association. Ça va être le point de départ de toutes les activités estivales. Ça va se dérouler au mois de juin, c'est ça? C'est ça, 29 et 30 juin. 29 et 30 juin, c'est sur un week-end. Voilà, c'est ça, on veut dire installer que une date. personne n'a d'excuse pour ne pas venir. C'est ça, il fera très beau et juste avant les vacances. Alors c'est de permettre justement aux gens qui vivent à la montagne de faire la fête ensemble, mais c'est surtout l'occasion de faire découvrir la montagne à celles et ceux qui ne connaissent pas la montagne en été, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, on veut qu'il y ait plein de petits événements partout en France, donc sur tous les massifs, mais aussi en ville, pour célébrer la montagne estivale. Et on souhaite qu'il y ait un public nombreux, donc que ce soit des gens qui n'ont pas l'habitude de venir en montagne. Et on va leur dire, venez en montagne, on va vous montrer ce que c'est, on va vous tenir par la main pour vous dire, regardez, vous pouvez faire de l'escalade, de la randonnée, de l'alpinisme, un tas d'activités. Et si jamais vous n'êtes pas sportif, vous pouvez tout simplement participer à une course d'orientation, ou à une fête de village, un barbecue, une tartiflette. Combien de manifestations ou d'activités différentes allez-vous proposer durant ce week-end? Alors pour l'instant, il y en a à peu près 110 qui se sont inscrites en ligne sur notre site web. Mais ils peuvent encore s'inscrire et nous invitons justement tous les organismes qui souhaitent s'emparer de ce concept et ils peuvent le faire, hein, vraiment, à nous contacter et à aller inscrire leur manifestation sur le site web. Donc ça peut être soit des associations, des collectivités, des offices de tourisme, des professionnels. C'est un projet ambitieux que de mettre en place une manifestation nationale, vous l'avez bien dit. Il n'y a pas que dans les Alpes que ça va se dérouler, ça se passe dans tous les grands massifs français. C'est ça, en fait on cherche, notamment la coordination montagne, on veut mettre en réseau un certain nombre d'acteurs. Donc via les membres de la coordination, via un certain nombre de partenariats avec des autres structures, on veut que tout le monde sache que la fête de la montagne existe. Donc d'une part pour que les différentes structures puissent inscrire leur événement sur le site de la montagne, fête-de-la-montagne.org, et d'autre part que bien sûr le public vienne nombreux à ces manifestations. On est à la fois sur tous les massifs français, mais aussi en ville, dans les vallées, et aussi sur des territoires qui ne sont pas forcément dits de montagne, puisqu'on peut proposer des activités plus culturelles ou d'initiation, portes ouvertes de salles d'escalade par exemple.
Le binôme fonctionne bien déjà. En tout cas, vous vous cédez bien la parole l'une et l'autre. Est-ce que les acteurs de la montagne ont répondu présent à cette manifestation? Est-ce que les écoles de ski ou alors parfois les écoles de canyoning ou d'autres choses se disent aujourd'hui « Ah oui, on va participer à votre fête de la montagne ». Les acteurs de la montagne ont bien répondu. D'une part parce qu'ils en sont aussi à l'origine et ils en sont les principaux acteurs de cette fête. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que aussi les acteurs qui ne sont pas forcément liés spécifiquement à la montagne ont bien répondu aussi. Tout type d'associations qui organisent des fêtes pour cette occasion, des offices de tourisme qui sont vraiment très réactifs. Quand vous citiez les villes tout à l'heure, j'imagine qu'il y a les grandes villes qui bien sûr ont dit « Ah, nous aussi on veut participer à la fête de la montagne », mais pas simplement des grandes villes, des plus petites agglomérations aussi. Vous savez aujourd'hui plus ou moins ce qu'il en est? Il y a vraiment tout type de lieux où la fête de la montagne peut se passer. Pour l'instant, sur les grandes villes, on a peu de manifestations. Ce sont plutôt des petits villages ou des communautés de communes qui voient vraiment un enjeu pour développer leur territoire à l'avenir. Disons que pour le moment, la fête de la montagne, c'est l'occasion d'avoir des nouveaux publics, mais je pense qu'ils voient bien qu'à l'avenir, il y a un vrai enjeu pour développer des territoires autour des activités de montagne estivale. D'où vous est venue cette idée de faire la fête de la montagne? J'allais dire un soir en faisant la fête, mais non, à la montagne. Mais oui, c'était l'idée d'arrêter de parler de la montagne sérieusement, de s'ennuyer, entre guillemets, et de faire un événement vraiment populaire qui ne s'adresse pas qu'à des initiés, et où on fait vraiment la fête. Quelles sont les activités que vous souhaiteriez faire découvrir en priorité peut-être et qui sont peut-être totalement inattendues pour les gens de la ville ou les Béotiens? Alors, il n'y a pas vraiment de priorité. En fait, nous, vraiment, c'est la montagne dans sa globalité, la montagne principalement peu ou pas aménagée. Donc, en fait, c'est différentes activités, qu'elles soient sportives ou culturelles. Donc, en fait, sportif, ça peut être... Donc, tout le monde connaît la randonnée. Un certain nombre de personnes pratiquent l'escalade, mais tout le monde ne connaît pas, par exemple, l'alpinisme ou le canyon. Et après, tout ce qui est culturel, par exemple, une transhumance ou une projection de films de montagne, c'est quelque chose de très bien pour valoriser la montagne. En tout cas, je trouve que c'est une excellente idée. Comment est-ce qu'on peut savoir où se trouvera telle ou telle manifestation? Il y a un site internet pour ça? Voilà, c'est ça. En fait, le site internet, c'est fêtedelamontagne.org. C'est le support principal pour connaître tout le programme de la fête de la montagne. Et donc, quelqu'un qui veut aller à la fête de la montagne va sur le site et choisit donc soit par localisation, si par exemple il souhaite quelque chose autour de chez lui, ou soit par type d'activité, ou si lui, est-ce qu'il est sportif ou moins sportif, est-ce qu'il est jeune, moins jeune. Et il trouve logiquement son bonheur. On rappelle les dates de cette manifestation qui va devenir incontournable dans les prochaines années. 29 et 30 juin, donc le dernier week-end de juin, comme après le 21 c'est la fête de la musique, maintenant le dernier week-end de juin ce sera la fête de la montagne. Ce sera l'occasion de prendre une grande bouffée d'oxygène. Oui, je le souhaite que ce soit chaque année. On va discuter d'ici quelques instants avec Eric David, vous le connaissez peut-être. Il est accompagnateur en montagne. Peut-être que lui justement célébrera cette fête de la montagne et accompagnera des groupes de citadins de venir découvrir la montagne. On le souhaite en tout cas. Merci mesdemoiselles d'être venues nous en parler. Merci à vous. À très bientôt. De retour à la Clusaz, nous sommes au bal, ça ne danse pas encore, mais ça ne saurait tarder. Et nous sommes en compagnie d'Eric David. Je suis ravi de vous accueillir ici. Bonjour, et merci d'avoir fait la route depuis la Savoie. Depuis la Maurienne. Depuis la Maurienne, ça fait quelques kilomètres. Ouais, aux confins de l'Isère et des Hautes-Alpes, massif des Grandes Rousses. Mais avec un décor exceptionnel sur toute la route. Absolument. Donc et encore beaucoup de neige en altitude. On parlait avec nos précédentes invités de la fête de la montagne. J'imagine que vous allez y participer, vous aussi. Bien sûr, ma profession, mon syndicat est adhérent de la coordination montagne depuis sa création, après les assises de l'alpinisme. Et donc forcément, oui, bien sûr, des bureaux montagne vont probablement s'investir dans cette fête fin juin. Et avec notre particularité d'acteur de territoire, je pense qu'on va privilégier, je pense, les randonnées de 2 jours avec nuit en refuge, parce que le refuge, c'est un moment magique pour ceux qui n'ont jamais vécu en refuge. C'est magique. Voilà, il faut tester le soir la montagne. Il faut le faire au moins une fois. Voilà, le petit matin, les couleurs, les odeurs, les ambiances. Voilà. Donc, Eric, vous êtes accompagnateur en montagne depuis combien d'années maintenant? Personnellement, ça fait une douzaine d'années. Mais tout petit déjà, c'est vous qui vouliez gérer la promenade avec le compas Voilà, oui, ben c'est un peu c'est viral, si vous voulez, famille de montagnards. Tombé dedans et tant Voilà, très bien. Et puis après, parenthèse,
universitaire comme beaucoup, et puis après retour aux sources. D'ailleurs, les accompagnateurs en montagne sont titulaires du brevet d'État à 31 ans en moyenne. C'est souvent un métier de choix, de deuxième métier. Quand on parle d'accompagnateur en montagne, c'est pas que l'été. Non. C'est toute l'année. Absolument. Avec toute l'année, mais les 4 saisons. Toute l'année et les 4 saisons. Oui. Ouais. Et Automne, la montagne est complètement et radicalement différente à chaque fois. N'a rien à voir. Chaque jour en montagne, c'est différent. Les couleurs, les ambiances, la végétation, bien sûr, au fil de l'année. La neige, la première neige, la dernière neige. Les gens sont différents aussi. Ce n'est pas les mêmes publics que l'on accueille, que ce soit au cœur de l'hiver, que ce soit au cœur de l'été ou les intersaisons de printemps et d'automne. Donc c'est vraiment toute une palette où tout se mélange en fait. Vous en parlez avec des grands yeux. Vous avez encore un regard d'enfant par rapport à tout ça, j'ai le sentiment, non? C'est les métiers des sports de nature de manière générale. Je parle du mien en particulier, accompagnateur en montagne. Ouais, c'est vraiment un métier de passion parce que c'est un métier qui est aléatoire, comme tous les métiers d'extérieur. La météo, les contraintes. Un métier qui est aléatoire parce qu'il y a la prise en compte de la sécurité en montagne, que ce soit sur neige ou hors neige. Donc c'est un métier qui se renouvelle, c'est un métier où l'on apprend tout au fil de sa vie. On apprend la pédagogie, comment transmettre, comment être un médiateur, et puis on apprend sur le fond tous les jours une nouvelle espèce de lichen ou un champignon qu'on ne connaissait pas. Alors vous le disiez, effectivement, voilà. L'accompagnateur, c'est un rôle de sécurité très important pour les personnes qui vous accompagnent, et c'est surtout un rôle de découverte, quoi. Voilà, donc il y a un fonds d'éducateurs sportifs et de brevets d'État. Assurer la sécurité, transmettre les techniques propres, comment marcher en montagne, c'est pas si évident que ça, sur terrain varié, sur chemin, sur pelouse, donner des notions de météo pour que les gens, essayer de les autonomiser. Notre but à nous, c'est de les amener comme Altius Fortus, un peu plus loin, un peu plus haut. Voilà, c'est à chacun son Everest, comme dit une de mes collègues assez célèbres. Et on a ensuite effectivement un rôle de traduction, de mise en scène, de mise en musique de la montagne, pour expliquer, alors avec les mots adaptés à chaque type de public. Ça peut être des scolaires, ça peut être du tourisme social, ça peut être des gens qui par ailleurs ont un très haut niveau de culture, mais pas dans le domaine naturaliste. Voilà, et c'est ça le métier, c'est de traduire cette montagne pour que les gens se l'approprient, puissent ensuite en parler et venir y faire la fête. L'accompagnateur en montagne, c'est un accompagnement à pied, mais pas qu'à pied. Non, pas qu'à pied. La base, c'est la randonnée pédestre. Sur neige, on chausse des raquettes à neige, et ça depuis fort longtemps. C'est un peu nous qui avons porté l'activité dès le début des années 80. Et puis, certains de mes collègues ont des qualifications en VTT, d'autres en canyon, par exemple, ou en parcours acrobatique en hauteur. Vous à cheval aussi? Moi aussi à cheval, par ailleurs, oui. D'accord, et vous continuez à proposer des randonnées à cheval? Très rarement, très rarement. Mais ce qui est caractéristique de la profession, de nos professions de montagne, c'est qu'on est tous des pluriactifs. Et souvent, on est voire tri-qualifiés dans les champs des sports de nature, ce qui offre de la complémentarité, ce qui permet aussi de gérer des passerelles entre les différents publics qui viennent en montagne pour les amener ailleurs avec un autre support. C'est ça qui fait que le métier est viable effectivement à l'année, dans les vallées, dans les stations, mais aussi dans les grandes villes de Piémont, voilà, avec les bureaux montagne et les 3000 collègues. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Ouais. Il y a combien d'accompagnateurs en montagne référencés en France aujourd'hui? En exercice, plus de 3000. Plus de 3000. Légèrement plus de 3000, oui. Est-ce que chaque année, je dirais, la palette d'activités proposées s'élargit un petit peu plus? Alors, ce qui s'élargit effectivement, c'est que l'accompagnateur en montagne a toujours essayé d'innover. Alors, certains sont biqualifiés, enfin, hébergeurs et accompagnateurs, d'autres gardiens de refuge et accompagnateurs, d'autres moniteurs de ski et accompagnateurs. Mais maintenant, après, ce que l'on observe depuis quelques années, c'est que la randonnée classique, y compris pour la découvrir la montagne, les fleurs, les cailloux, la minéralogie, le reste, c'est intéressant, c'est toujours le cœur de métier, la sécurité, etc. Mais aujourd'hui, c'est les thématiques transversales. C'est-à-dire que certains de mes collègues, beaucoup, associent ce qu'on va appeler le bien-être. Alors, ceux qui ont des compétences, bien sûr, en yoga, en sophro, alors c'est des niches de clientèle, comme la marche nordique est une autre niche de clientèle, mais par exemple l'ethnobotanique, c'est-à-dire des randonnées où l'on cueille, où l'on apprend à identifier des plantes comestibles, etc. Et les gens retrouvent dans leur mémoire, mais oui, ma grand-mère m'avait dit ça, etc. Sauf que nous, évidemment, on y va avec un peu plus de méthodologie, de clés d'identification, et on cuisine, on tambouille ce qu'on a cueilli dans la journée. Donc ça, c'est de l'ethnobota. Après, la randonnée aquatique, qui est différente du canyon. Le canyon descend des rivières avec des systèmes d'alpinisme. La randonnée aquatique, c'est simplement remonter avec de l'eau jusqu'aux genoux. Et ça, c'est frais, c'est rafraîchissant, vraiment l'été. Et ça, c'est des produits vraiment très, très familiaux. C'est l'occasion vraiment de découvrir la montagne, quoi. De découvrir la montagne, de découvrir une flore, une faune spécifique à des milieux humides. Et notre rôle, évidemment, c'est de limiter la pression, hein, parce qu'on est aussi des environnementalistes. On a aussi cette responsabilité-là de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, comme dans l'approche de la faune. Bien sûr. On essaye d'éduquer les gens à observer dans de bonnes conditions,
pour eux et pour les animaux. Vous parliez de randonnée nordique tout à l'heure. Oui. Il y a une autre activité que vous proposez, il va falloir m'éclairer, c'est la randonnée afghane. C'est quoi La la marche randonnée afghane. Alors, marche afghane, marche consciente, je n'en suis pas un spécialiste, mais il y a des gens qui sont très pointus en la matière. C'est basé sur la ventilation, sur la perception de son déplacement, de son sens de l'équilibre. C'est de la conscientisation et les collègues qui en pratiquent et les quelques clients que j'ai eus qui en avaient pratiqué avec eux m'ont dit que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, que je serais bien incapable de mettre en œuvre par moi-même, mais le temps, il n'y a plus la notion du temps, la notion de l'effort. Tout est un peu subliminal. Apprendre à apprécier l'environnement pour mieux se connaître soi-même. C'est un peu ça, finalement, d'une certaine façon. C'est l'un des moyens, et c'est vrai que la montagne, comme disait Lorraine, la montagne peut ou pas aménager s'y prête bien. Dès qu'on est un peu loin de tout, sans être forcément très haut, très loin, sans prise de risque particulière, mais dès qu'on a le bruit du vent, le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux, là, tout de suite, on est ailleurs. Et tout se développe. Des musiciens, j'en suis un, on va jouer en montagne parce qu'il y a des vibrations particulières. Voilà, et puis d'autres personnes pratiquent. Vous réveillez les marmottes avec votre violoncelle, c'est ça? Ouais, j'essaye de leur apprendre les lignes mélodiques de Bach, c'est pas simple. Mais pour l'instant, j'ai pas de retour. Pour l'instant, je ne sais pas si elles apprécient ou pas. Très bien. Comment est-ce qu'on peut faire pour connaître toutes les activités? Il y a un site internet, j'imagine? Oui, il y a un site portail de la profession, www.lesavm.org, mais il faut savoir que les accompagnateurs en montagne, ils sont installés partout en métropole et dans les départements d'outre-mer. Ils sont tous adhérents des offices de tourisme par des bureaux d'accompagnateurs, des bureaux parfois avec nos collègues guides et accompagnateurs, parfois en pur indépendant. Ils sont tous référencés, donc partout, dans tous les villages de montagne, dans tous les sites naturels, vous trouverez des collègues. Merci Eric. Merci Stéphane. On a parlé de musique avec vous il y a quelques instants, on va parler de théâtre maintenant avec une invitée qui va venir nous rejoindre. Elle est auteure, elle est également metteur en scène et interprète, elle s'appelle Françoise Slivka. Françoise, nous allons parler culture avec vous. Très bien. Nous allons parler culture. Vous êtes une artiste multicarte, parce que vous êtes auteur, interprète, metteur en scène, vous faites tout toute seule? Ah non, je ne fais pas tout toute seule. Je fais beaucoup de choses, j'impulse beaucoup. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai écrit des textes, pas forcément pour le théâtre d'ailleurs. J'ai écrit une pièce qui s'appelle On ira où tu voudras, que j'ai fini par jouer, alors qu'il y avait beaucoup de personnages à l'intérieur. Mais une des caractéristiques de ce que je joue souvent, c'est que je joue plusieurs rôles. Alors je me balade de personnage en personnage, et c'est vrai que je mets en scène, alors pas seule souvent. J'ai besoin d'avoir un regard extérieur qui vient d'une part valider ce dont j'ai envie, et puis rapporter quelque chose de plus grand. C'est-à-dire pour ce texte-là, notamment, On ira où tu voudras, c'était assez drôle parce qu'il y avait des moments du texte que j'avais écrit de manière assez grave, ou en tout cas dont j'imaginais qu'ils avaient une dimension seulement mélancolique. Et le regard extérieur a révélé la drôlerie aussi de certains moments et le côté cocasse de certains personnages. Donc ça, c'est très joyeux parce que ça permet d'abord d'ouvrir le champ et puis de faire surgir des variétés qu'on n'avait pas imaginées. Vous ne choisissez pas toujours la facilité, parce que vous avez même parfois interprété des textes qui n'étaient pas du tout voués à être des pièces de théâtre. Oui. Et alors, c'est marrant ça aussi, parce que ça a été un choix très inconscient. Je m'en suis rendu compte a posteriori que j'avais été comme ça glaner des nouvelles, des romans, que j'adaptais, mais que j'adaptais bien sûr pour le plateau, mais sans adapter de manière, comme un chantier gigantesque. Ce qui m'intéressait dans ces textes-là, c'est la dimension théâtrale qui était tout de suite derrière le roman ou la nouvelle, qui déjà parlait et s'incarnait, quoi. Il y avait une dimension déjà dans les textes qui était qui avait du jeu. Donc c'était une manière... Oui, c'est vrai que probablement j'arrive à traquer ce truc-là, ou en tout cas j'ai ce regard-là qui me permet de voir surgir peut-être plus facilement que des gens qui sont moins habitués, je sais pas. Et après, c'est une histoire de mariage entre le livre et le plateau.
On parlera de l'actualité d'ici quelques instants, même si c'est peut-être une des actualités, il y en a peut-être d'autres, à travers les correspondances de Camille Claudel. Oui. Vous avez joué un peu partout. C'est ce contact avec le public qui vous séduit, c'est-à-dire que vous avez joué dans des bars, dans des restaurants, dans des comités d'entreprise, dans des cantines. J'ai même vu en prison, parfois même dans des hôpitaux psychiatriques. Oui, oui. Vous allez vraiment au contact de tout type de public. Oui, j'aime beaucoup ça. Je crois que je fais du théâtre pour rencontrer les gens, ouais, vraiment, vraiment. Alors évidemment dans des contextes très très différents, parce que jouer dans un centre pénitentiaire ou jouer dans une salle de théâtre classique, belle, avec tout ce qu'il faut, c'est très très différent. Ce qui est le dénominateur commun, c'est ce fond poétique qui habite chaque individu et qui est plus ou moins présent en fonction du degré de masque derrière lequel se cache l'individu. Moi je crois très très fort à la force, au pouvoir émouvant de la parole théâtrale, mais vraiment émouvant au sens de rendre les gens à la vie. C'est-à-dire, je prétends pas que les gens ne sont pas dans la vie, mais je crois, et c'est quelque chose qu'on constate tous, que beaucoup d'entre nous vivent un peu à côté d'eux. Et que c'est l'art qui permet de tout d'un coup se ressaisir. Se recentrer. Voilà, et être pleinement présent. Et il me semble que ce don, le don théâtral, c'est une manière de rentrer en contact avec l'individu dans ce qu'il a de plus intime et de rendre au texte aussi ce qu'il a de plus intime et de plus vivant. Hein, l'émotion, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous bouge intérieurement et qui nous permet de constater que oui, on est toujours en vie puisque on a peur, on pleure, on est joyeux, on est un peu triste, on doute. Enfin, tous ces mouvements-là intérieurs sont les signes d'une vie pleine. Et donc pour répondre à votre question, oui, le public, pour moi, évidemment, c'est essentiel. Essentiel sans doute aussi parce que j'ai eu des expériences très 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 fortes avec certains des spectacles que j'ai emmenés. Et le bouleversement dont venaient témoigner les spectateurs, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau parfois lourd à troublant. porter. Ouais, Parfois lourd à porter. Oui. Et on ne s'attend pas forcément à avoir cet impact sur les gens. Oui, c'est saisissant, c'est vrai, parce que en fait, on se rend compte, moi ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est que en jouant, en transmettant donc les mots d'un autre ou les siens propres quand il s'agit de mes textes, en fait on parle des gens, on leur parle à eux directement. Alors c'est drôle, on oublie ça, alors que moi c'est une des choses qui me plaît le plus quand je lis, hein, quand on lit un roman et qu'on se dit mais il a été écrit pour moi, ça parle de moi, enfin, très souvent ça arrive, très souvent ça arrive. C'est qu'il est bien réussi dans ces cas-là. C'est qu'il est bien réussi parce que justement, il a de la vie, vraiment de la vie pas artificielle, quoi. Et du coup, on oublie un peu ça quand on est sur le plateau parce qu'on joue et qu'on est dans la fabrication de ce qu'il faut pour que les gens soient touchés. Et quand les gens reviennent et ramènent à eux, en fait, et de manière très, très intime, très sensible, ce qu'on vient de raconter, oui, c'est très saisissant. C'est troublant, troublant. Ouais. Nous sommes en 2013, Françoise. Il y a 70 ans que Camille Claudel nous quittait. Ça fera 70 ans cette année. Et vous avez décidé de, je ne vais pas dire réinterpréter ces correspondances, mais de jouer avec ces correspondances. Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces textes déjà? Alors, ils m'ont été, en fait, là pour le coup, c'est pas moi qui suis allée les chercher. C'était assez drôle. Souvent, je suis à l'origine des projets que je monte. C'est la lecture que j'en fais qui me donne envie de les monter au plateau. Et là, c'est un festival d'histoire de l'art, le festival d'histoire de l'art de Fontainebleau, qui m'a passé commande d'une lecture, dans un premier temps, qui devait avoir trait à l'art et à la folie, et une correspondance d'artistes. Ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, j'ai pensé spontanément à Théo et Vincent Van Gogh. Puis j'en ai parlé à mon homme qui m'a dit « c'est dommage quand même, t'es une femme, pourquoi tu t'intéresses pas à Camille Claudel ?» Et je connaissais un peu le personnage comme tout le monde, mais pas du tout ses correspondances. Donc je me suis plongée dans les lettres, et là, j'ai été vraiment séduite, parce que j'ai été séduite par la complexité de l'individu. Et là, il y a tout type d'émotions. Hein. Oui. Et puis alors une gamme d'une part très large et puis qui monte en niveau de manière passionnante et impliquante pour le comédien. Et travailler sur des mots écrits par une artiste comme celle-là, est-ce que, encore une fois, c'est apprendre l'humilité au maximum en disant est-ce que je vais être au niveau ou pas? Alors, je ne me suis pas posé cette question-là en ces termes-là. C'est l'avantage aussi d'avoir commencé par la lecture. D'abord, j'ai élaboré le montage, ce qui n'était pas évident du tout. Là, pour le coup, je me suis un peu arraché les cheveux parce que ça devait durer une petite heure. Je ne voulais pas du tout que ça n'aitrait qu'aux années d'internement. Je voulais qu'on la voie aussi, jeune femme, en train d'aimer, de chercher, de travailler, d'espérer, d'avoir des amitiés très fortes, etc. Et je voulais qu'on sente cette vie-là.
Donc, il fallait glaner dans les jeunes années, glaner aussi dans les lettres des autres, c'est-à-dire celles de Rodin, de sa mère, de son frère, des galeristes. Et puis, évidemment, aller dans toute la période, puisqu'elle dure 30 ans, bien sûr, de l'internement, jusqu'à sa mort. Donc ce montage, il n'était pas évident à faire, mais, comment dire, ce qui était formidable pour moi, et encore une fois séduisant, mais au sens d'avoir envie de marcher avec, Oui. c'était que surgissait une femme pleine de vie, avec une foi furieuse dans ce qu'elle faisait, mais de manière hyper généreuse aussi. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'attention qu'elle donne, l'observation qu'elle fait de tous les petits détails de l'existence et qu'elle essaye de traduire dans son œuvre, quoi. Donc je me suis pas dit, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que ça va être crédible et tout. On est interprète, donc on se lance. C'est vrai que c'est un personnage qui n'est pas un personnage fictif, alors ça c'est un peu bizarre. En même temps, il y avait beaucoup de résonance très grande en fait. Et ça m'a donné confiance. Et puis le fait de le lire au château de Fontainebleau, devant un public d'une 60aine de personnes, alors un petit peu comme en prison et en milieu étrange, avec une grande proximité. C'était pas un théâtre, c'était l'après-midi, je les voyais comme je vous vois là. Et je voyais qu'ils pleuraient aussi à la fin. Du coup, je me suis dit, bon, voilà, Et ils venaient me voir en me disant, mais alors elle n'était pas folle. Donc, voilà, découvrant plein de choses. Pas que. Oui, et puis après, ça interroge vraiment sur la notion de folie, Bien sûr, qu'est-ce que ça bien veut sûr. dire fou. Il y aura encore pas mal de dates. Il y a encore des dates à venir. Pour l'instant, c'est la grande difficulté de ce métier, c'est que il faut faire venir les programmateurs. Alors le public est là et heureux, les programmateurs sont très chargés de travail et ne se déplacent pas forcément jusqu'à Shawinigan. Promis, on se fera l'écho des prochaines dates. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir Camille Claudel et découvrir en même temps le talent et le travail de Françoise, je vous invite à aller sur le site internet de la chaîne, sur Montagne TV. On vous donnera toutes les dates des prochains spectacles. J'étais ravi de vous rencontrer, Merci Françoise. Stéphane. On va continuer à parler d'art et cette fois-ci de musique avec un monsieur qui s'appelle Antoine Wagner. Il est photographe, il vit à New York. Et il est parti en Suisse sur les traces de son arrière-grand-père, monsieur très connu, qui s'appelle Richard Wagner. Et vous allez voir que la montagne a joué un rôle très important dans ses compositions. En voici un petit extrait, c'est un documentaire qu'on passe actuellement sur Montagne TV et je vous invite à le regarder. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de 2 heures de marche. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Je m'appelle Antoine Wagner. J'ai grandi entre Munich, Londres et Paris, loin de Bayreuth. Depuis 10 ans, je vis à New York en tant qu'artiste. Je travaille sur un livre et une exposition de photographie sur les lieux qui ont inspiré l'œuvre de mon arrière-arrière-grand-père, Richard Wagner. Je rencontre mon éditeur. Je lui présente les photos que j'ai prises en Suisse, où Wagner a vécu pendant 2 périodes de sa vie. La première en 1849 et la seconde en 1866. J'ai voulu vivre l'expérience vécue par Richard Wagner à cette époque, ce qu'il a ressenti et éprouvé ici, il y a 150 ans. À 36 ans, Richard Wagner est un compositeur connu. Il a déjà composé 4 opéras, Rienzi, Le Vaisseau fantôme, Lohengrin et Tannhäuser. En 1849, il participe activement à la révolution de Dresde. Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, le jeune révolutionnaire risque la peine de mort et doit fuir l'Allemagne. Avec l'aide de son ami, le compositeur Franz Liszt, et grâce à un faux passeport, il traverse le lac de Constance et passe en Suisse. Il y composera ses œuvres les plus importantes, vivra sa plus grande histoire d'amour avec Mathilde Wesendonck et rencontrera plus tard Cosima, la femme de sa vie. Comment ces années, passées en exil en Suisse, ont-elles forgé la personnalité de Wagner?
Aurait-il pu devenir ce génie du drame musical s'il était resté à Dresden avec sa femme Lina? Mon voyage commence à Zurich, où je rencontre le musicologue et professeur Laurens Lüteken. Also kulturell war Zürich damals nicht eine Hauptstadt. Es war oder war es. Zürich galt natürlich für die vielen Exilanten, die nach den gescheiterten 48er, 49er Aufständen gekommen sind, als Zufluchtsort, auch als Ort der erfolgreichen Revolution. Und vor diesem Hintergrund scheint ihn das angesprochen zu haben. Das ist merkwürdig, weil Zürich eine kleine Stadt war und vor allem für einen Hofkapellmeister, der vorher einer Hofkapelle vorstand und eine Hofoper geleitet hat, eine Stadt mit einem eigentlich bedeutungslosen Musikleben.